C'est parfait. Eh bien, écoutez, comme dirait l'autre, 10h00, je vous propose de commencer, tranquillement. Donc on en a pour une heure à peu près, hein. Le but donc la thématique d'aujourd'hui, ça va être de voir un petit peu comment créer un cahier des charges pour son site internet. Donc on va évidemment partir, un petit peu d'un point de vue généraliste, puis on va rentrer rapidement dans le sujet sur ce que contient un cahier des charges et comment on le remplit. Heu et voir tout ça aujourd'hui. Comme à chaque webinaire, moi, je vais commencer par me présenter. Certains me connaissent déjà, donc je m'appelle Thomas Rochard, je suis co-gérant de la société Monsieur Lucien. Alors Monsieur Lucien, c'est une agence web et réseaux sociaux, social media, qui accompagne les petites structures à se développer sur Internet. Alors lorsqu'on parle de petites structures, on parle de TPE, d'indépendants, de commerçants, d'artisans, toutes ces choses-là. Vraiment, le but étant de vulgariser un petit peu le langage du web et de faire en sorte de parler d'internet, du web, des réseaux sociaux sans utiliser un langage de geek, parce que c'est tout à fait faisable. Donc pour ce faire, chez Monsieur Lucien, on propose différentes choses. Ça commence évidemment d'abord par de la création graphique, c'est-à-dire tout ce qui est logo, charte graphique, plaquettes, flyers, d'accord. Donc vraiment la, l'image de marque dans un premier temps de l'entreprise. On fait également de la création de sites internet, vitrine e-commerce. Nous, on utilise principalement deux outils qui sont WordPress et Wix. On aide aussi, on fait de la gestion à l'utilisation des réseaux sociaux, d'accord. Donc, il y a plusieurs webinars qui ont été faits, notamment sur LinkedIn, Facebook et d'autres à venir sur les 10 étapes clés, justement, pour augmenter sa visibilité sur Internet. J'en parlerai à la fin. Donc voilà, tout ce qui est gestion des réseaux sociaux. On fait aussi de l'accompagnement web marketing. Alors l'accompagnement web marketing, c'est un peu le gros mot. C'est concrètement utiliser les canaux du digital, donc c'est-à-dire évidemment les réseaux sociaux, évidemment les sites internet, mais aussi tout ce qui est emailing, potentiellement publicité, toujours dans le but de augmenter la visibilité, la notoriété et potentiellement avoir des objectifs de conversion. Et à côté de ça, on fait de la formation, donc tout ce qu'on est data docké, organisme de formation, donc à peu près sur toutes ces thématiques-là. Voilà. Donc j'ai bien fini de me présenter. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, en petite introduction, comme à chaque fois, aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre que c'est intéressant et important d'être présent sur Internet. Pourquoi? Parce que déjà, Internet va vous permettre de retrouver de l'information. Enfin, c'est un moyen incontournable pour rechercher de l'information sur n'importe quoi, une société, un commerce, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, quelle est la première chose que vous faites lorsque vous posez une question? C'est vous allez demander à Google ou autre moteur de recherche et vous voyez ce qu'il en sort. Et bien, c'est exactement la même chose lorsque vous recherchez de l'information sur une entreprise ou sur un commerce. D'où l'importance aussi d'être présent sur Internet parce que le but, c'est qu'on vous trouve. Si on ne vous trouve pas, c'est très compliqué. D'accord? On a aussi une génération Y qui grandit et qui est de plus en plus demandeuse, d'accord. Je ne parle pas de la génération Z qui sont les vieux d'aujourd'hui qui naissent pratiquement avec un smartphone dans les mains. Âge moyen d'acquisition du premier smartphone, on est autour de 10 ans et demi, 11 ans, d'accord, l'arrivée du collège. Donc évidemment, c'est un us et coutume qui est très très utilisé avec les nouvelles générations. Il y a aussi une prise de conscience de simplifier le web pour le rendre plus accessible. Concrètement, il n'y a qu'à voir aujourd'hui tous les outils que vous utilisez sur Internet, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit même certains sites Internet. Le but, c'est vraiment de faire en sorte de rendre l'ergonomie et l'expérience qu'on appelle l'expérience utilisateur la plus facile possible, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser de la manière la plus facile les outils du digital. Euh, Évidemment, dans cette recherche d'informations aussi, le but, c'est de donner une image professionnelle. Lorsqu'on va chercher des informations sur vous, le but, c'est que les informations qui en ressortent, par exemple sur Google, soient le plus professionnelles possible. Alors, il y a tout un pan qu'on appelle la e-réputation, qui, pareil, on pourrait faire un sacré webinaire là-dessus. Mais le but, c'est vraiment d'apporter le plus d'informations. Et on verra que par rapport au site Internet, le site Internet, c'est vraiment la base de cette image professionnelle.
Évidemment, internet, ça a permis, plein de choses extraordinaires, notamment aussi le fait de développer et d'entretenir sa clientèle. Aujourd'hui, on peut, converser directement avec ses clients et les clients peuvent directement converser avec les entreprises, avec les marques. Aujourd'hui, lorsque vous allez, par exemple, sur Twitter, vous pouvez converser avec, Decathlon, avec Innocent, avec, Google, avec, Facebook, avec qui vous voulez. Vous allez, parler avec des entreprises, même plus seulement des personnes, mais aussi des entreprises. Donc, ça permet aussi d'être au plus près de sa clientèle. Et bien sûr, Internet, c'est intéressant parce que ça permet d'être en veille sur de l'actualité, sur des tendances, sur ce qui se passe aujourd'hui. Et bah, il n'y a qu'à voir aujourd'hui la consommation qu'on a d'Internet, hein. On passe en moyenne près de 4h30 hors confinement, j'entends, sur Internet. Là, ce serait intéressant de savoir les chiffres à la fin. Donc voilà. Donc, être présent sur Internet, c'est quelque chose d'indispensable. Et comment on peut être présent sur Internet? Eh bien, tout simplement avec trois, on va dire trois grandes manières. Évidemment, d'abord, la première façon d'être présent pour une entreprise, une organisation sur Internet, c'est d'avoir un site Internet. D'accord? C'est vraiment la base de votre identité numérique. C'est là que on va retrouver toutes les informations, pour la plupart, de votre entreprise. D'accord? À côté de ça, vous avez évidemment des outils qui permettent de partager un petit peu ces valeurs, d'aller un petit peu plus loin, de créer et de fédérer des communautés autour d'intérêts communs. C'est les réseaux sociaux, c'est le but, hein. Les réseaux sociaux vont vous permettre de faire écho un petit peu à vos valeurs de l'entreprise, potentiellement aussi d'aider à la conversion et de ramener des gens vers vos sites internet. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Et à côté de ça, vous avez aussi tout ce qu'on appelle le référencement. Donc, le référencement, c'est concrètement la place que vous allez avoir sur les moteurs de recherche, donc sur Google, lorsqu'on va taper certains mots-clés. Donc, là-dedans, on a deux types de référencement. On va avoir ce qu'on appelle le référencement naturel, donc ce qui se fait naturellement parce que vous avez ce que vous avez mis en place sur le site internet, d'accord, ce qu'on appelle le SEO. Et le SEA, c'est tout ce qui est référencement payant. Donc là, c'est la pub, concrètement, Google AdWords. C'est payer des mots-clés pour être les premiers. C'est les annonces que vous pouvez voir, par exemple, lorsque vous allez faire de la recherche sur Google. Donc, nous, on va évidemment se focaliser principalement sur les sites Internet et notamment sur le cahier des charges par la suite. Donc, un site Internet, comme je vous l'ai dit, hein, c'est le point central de votre visibilité sur Internet. C'est évidemment un gage de professionnalisme, comme je vous l'ai expliqué avant. Ça permet de gagner en visibilité et c'est ce fameux, avec l'entretien de la clientèle et le fait de pouvoir communiquer directement avec sa clientèle, un bouche à oreille qui devient virtuel. Je vais assez vite là-dessus. Pour certains qui ont suivi mon webinaire sur WordPress, bah, vous allez retrouver certaines slides, évidemment. Ne vous inquiétez pas, il y en a des nouvelles. Donc, un site web, évidemment, c'est un outil qui permet de plein de choses, hein, de communiquer, de prospecter, de vendre, d'échanger des données, de potentiellement faire du travail collaboratif, de faire de la transmission d'informations. Parfois, c'est pour des utilisations très précises, comme de la comptabilité, de la gestion de clientèle, de la gestion de marchandises, toutes ces choses-là. Donc, un site Internet, ça permet de faire plein de choses. On verra que ça a une importance aussi. On va englober différents types. Bonjour. On va englober différents types de sites Internet. Donc, vous avez d'abord tout ce qu'on va appeler les sites privés. Je vous parle un petit peu de ça parce que peut-être certains sont justement en train de réfléchir à créer leur site Internet. C'est bien d'avoir une visibilité un petit peu. Est-ce que ça veut dire lorsque vous allez potentiellement échanger avec un prestataire. Donc, un site privé, c'est un site qui est accessible uniquement grâce à des identifiants de mots de passe. Alors, généralement, c'est ce qu'on appelle des intranets. Ça se fait beaucoup en interne des entreprises, mais vous pouvez avoir des espaces privés sur certains sites, sur des sites de e-commerce, par exemple, ou sur des sites de formation pour de la gestion de compte, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle des sites privés lorsque eux sont vraiment que accessibles à des identifiants et des mots de passe. Et derrière, vous pouvez avoir aussi des parties privées sur certains sites. L'un des types de sites qu'on retrouve le plus, on va dire, sur Internet, évidemment, c'est ce qu'on appelle les sites vitrines. C'est la vitrine numérique de l'entreprise. C'est ce qui permet de présenter l'entreprise, ses valeurs, ses prestations, sa zone de chalandise. Donc là, c'est vraiment de la présentation pure et dure, amener aux visiteurs, amener aux internautes directement l'information, d'accord, et donc présenter concrètement son entreprise. Évidemment, ça a une double vocation. Délivrer un discours maîtrisé sur l'entreprise, c'est-à-dire que c'est le contenu que vous avez créé, parce qu'il y a tout un pôle sur les réputations. On est d'accord qu'aujourd'hui, on peut dire tout et n'importe quoi sur n'importe qui ou n'importe quoi.
D'accord? Donc là, c'est vraiment le contenu que vous avez créé et que vous diffusez et qui est normalement maîtrisé. Ce n'est pas le contenu qui est généré par les autres utilisateurs. Évidemment, le but d'un site vitrine, c'est toujours accorder cette fameuse visibilité sur les moteurs de recherche. Donc, pour rappel, le SEO, hein, c'est le référencement naturel. À côté de ça, vous avez aussi un autre type de site internet qui existe et qui est particulier, qu'on appelle les sites événementiels. Donc, les sites événementiels, concrètement, c'est un site vitrine pour un événement. C'est une sorte de flyer un petit peu électronique. Un site événementiel a vocation généralement à être éphémère. Souvent, ça va être sur un moment précis, et puis après, on va le remodifier si jamais vous avez un autre événement ou si c'est un événement récurrent. Un autre type, pour le coup, très connu, celui-là aussi, c'est les sites e-commerce. Alors là, concrètement, c'est la boutique en ligne, d'accord? On référence des produits et on propose aux personnes et on permet aux personnes d'acheter directement sur Internet. Il faut bien voir aussi la petite nuance entre un site e-commerce et un site catalogue. Un site catalogue, c'est que vous allez présenter vos produits, mais il n'y aura pas la possibilité de réaliser des achats, d'accord? Directement sur Internet. Donc voilà, c'est un parti pris en fonction de ce que vous voulez mettre en place ou non. Vous avez aussi un autre type de site internet qui sont les blogs, où là, c'est vraiment des espaces de publication pure et dure, où on va partager des articles sur différents, sur différents sujets, sur votre secteur d'activité, sur une marque, sur des conseils. Voilà. Il y a plein de façons de faire un blog. Donc voilà un petit peu les différents types de site internet. Et comme je vous l'expliquais, un site internet, ça peut être un peu tout ça, hein. Évidemment, ça peut être un site vitrine avec un espace e-commerce, avec en plus un blog et qui, via le site e-commerce, a un espace privé. Donc voilà, c'est plein de petites briques, mais on verra que ces briques-là, il faut bien l'avoir de manière globale dans la tête lorsque vous allez vous lancer dans la création de votre site internet, parce qu'il va falloir le mettre précisément dans le cahier des charges. Enfin, pour finir cette introduction-là, évidemment, quel que soit le site que vous allez réaliser ou les actions que vous allez mener par la suite, la première des étapes, on le répète tout le temps, mais c'est vraiment indispensable parce qu'on a déjà vu des entreprises et des clients se faire avoir, entre guillemets, c'est acheter votre nom de domaine, d'accord? Donc, le nom de domaine, c'est l'identité de votre site, hein, c'est le www.monsieur-lucien.fr. Donc, évidemment, le but, c'est de bien choisir son nom de domaine et de le prendre le plus tôt possible. Pourquoi? Un, c'est pour éviter que quelqu'un le prenne pour vous. Il faut savoir qu'il y a des petits malins qui aujourd'hui achètent en masse certains noms de domaine pour les revendre encore plus cher. En moyenne, un nom de domaine, on va dire, c'est aux alentours de entre 4, 7, 8 euros par an. Et il y a pas mal de gens qui s'amusent à faire ça. Donc, racheter des noms de domaine et puis derrière les revendre. Donc, essayez d'aller prendre tout de suite vos noms de domaine pour ensuite être Pénardos, hein, d'accord? Et vous aurez tout le temps de faire votre cahier des charges et de toute façon, ce sera indispensable après pour le développement de votre site, d'accord? Donc, voilà un petit peu pour l'introduction. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez ce projet de création de site internet. Super. Potentiellement, c'est vous qui allez le faire. Potentiellement, vous allez faire appel à un prestataire. Dans tous les cas, ce qui est indispensable, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un cahier des charges. Alors oui, un cahier des charges, c'est un exercice contraignant, pour ne pas dire relou, mais c'est utile, voire indispensable. Le but, c'est vraiment de se poser les bonnes questions pour pouvoir en fait anticiper un maximum les choses. Et plus les choses seront précises, plus les objectifs, tout ce que vous voulez mettre en place va être précis au sein de votre cahier des charges, plus derrière, ça va aller vite, d'accord, dans le développement de votre site internet, notamment si vous faites appel à un prestataire. Donc le but, c'est vraiment d'anticiper et d'avoir cette vision globale de votre projet web. Donc, le cahier des charges, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges? Un cahier des charges, c'est le document qui va regrouper toutes les informations structurantes pour la conception de votre site internet. C'est là où on va vraiment retrouver tout pour que, au fur et à mesure, le prestataire ou vous avez la vision, vous savez ce qu'il vous reste à faire, dans quel ordre, et anticiper tout ça. Un cahier des charges, c'est un document Word, hein, d'accord, ou PDF, peu importe, mais c'est un document traitement de texte où vous allez avoir tous ces éléments-là qui sont regroupés. Évidemment, je vous le répète, et puis je pense que je vais vous le répéter plusieurs fois pendant ce webinaire, plus votre cahier des charges va être précis et complet, plus vous allez, ou le prestataire que vous allez
auquel vous allez faire appel va pouvoir développer ça facilement parce que vous avez votre vision, vous voyez ça et on y va. D'accord? Tac. Concrètement, qui doit rédiger le cahier des charges de votre site internet? Bah, évidemment, la personne qui doit rédiger le cahier des charges, c'est d'abord le principal porteur de projet de cette création de site internet. Si vous êtes une petite entreprise et que vous êtes le gérant de la petite entreprise, que vous êtes tout seul, bah forcément c'est vous. Mais potentiellement, voilà, ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, lorsque vous allez créer un cahier des charges de votre site internet, c'est toujours important de se rapprocher de tous les services concernés dans l'entreprise, tout simplement parce qu'il y a peut-être des besoins. Le but, c'est vraiment d'avoir cette consultation à minima pour avoir, une fois de plus, la vision globale en disant, tiens, ça peut être intéressant potentiellement de faire ça. Tiens, en effet, ça doit être indispensable. Donc, vraiment avoir l'approche de tout le monde, d'accord, en consultation pour qu'en plus, chacun participe un petit peu aussi indirectement au développement de ce projet de création de site Internet. Mais voilà, vous avez la possibilité toujours de sous-traiter aussi la rédaction du cahier des charges, évidemment, mais c'est nous, chez Monsieur Lucien, on accompagne, on va dire, nos clients là-dedans, mais c'est vrai que c'est toujours mieux si le cahier des charges est déjà bien fait, précis. Ça a été prouvé qu'on gagne pas mal de temps. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un cahier des charges? On va trouver, on va dire, quatre grandes sections, quatre très grandes sections dans lesquelles on va avoir différents types de contenus. La première des grandes sections, bah, c'est la présentation d'ensemble du projet. D'accord? Donc, présenter votre entreprise. Plus vous allez avoir cette vision précise, proposer cette vision précise, plus aussi le prestataire auquel vous allez faire appel va avoir vraiment la vision de l'entreprise, savoir, OK, on est dans ces valeurs-là, on est dans ce milieu-là, OK, toutes ces choses-là, et ce sera plus facile après pour, on verra un peu plus tard, gérer l'ergonomie. Donc, on va présenter les produits, les services. Quel est le rôle aussi de votre projet web dans la stratégie de l'entreprise? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important? Généralement, oui, hein, on l'a vu, hein, un site internet, c'est quand même la base de votre identité numérique. Mais vraiment, est-ce que c'est, moi, mon site internet, ça va me permettre de vendre. Si vous êtes une petite boutique en ligne, votre site internet, ça va être votre premier canal d'acquisition et de conversion. D'accord? Donc vraiment, c'est important d'avoir cette vision là-dessus. Est-ce que potentiellement, c'est une refonte? On va y revenir un petit peu plus tard, mais voilà, est-ce que vous avez un existant? Comment ça se passe là-dessus? OK. Ce qui est important, une fois que vous avez bien présenté l'entreprise, Tilaïus, c'est de déterminer clairement les objectifs de votre site. Concrètement, à quoi ça va vous servir? À quoi il va vous servir ce site internet? Est-ce que ça va être un site e-commerce, comme je vous l'ai dit, destiné à vendre des produits? Est-ce que ça va être le but, ça va être faire la promotion d'une entreprise? Est-ce que le but, ça va être d'acquérir de nouveaux clients grâce au site internet, de faciliter potentiellement un travail, de recruter du personnel, de diffuser de l'information générale, de faire des concours, une promotion, à diffuser des nouvelles par texte ou par vidéo, à présenter, à organiser un événement. Bref, à quoi ça va vous servir ce site internet? Ça peut potentiellement avoir plusieurs objectifs, hein, d'accord? Mais en fonction des objectifs que vous allez mettre sur la table, et ben derrière, on saura quel type de site internet on va mettre en place. Est-ce que c'est un site e-commerce? Est-ce que c'est un site vitrine? Est-ce que c'est un média en ligne? Est-ce que c'est un site événementiel? Est-ce qu'il y a un besoin en multilingue? Toutes ces choses-là. OK? Vous me dites hein, si je vais trop vite, je parle peut-être un peu vite. D'accord? C'est toujours OK? Oui. OK. D'accord. Je continue. Impeccable. Eh bien, je continue. Merci, Flavie. Donc, une fois qu'on a déterminé clairement les objectifs, on va aussi déterminer tout ce qui est cible. Est-ce que vos cibles, ce sont des entreprises? Donc, est-ce que vous allez faire ce qu'on appelle du B2B, du business to business? D'accord? Donc, vraiment, vous revendez des services ou des produits à des entreprises. Est-ce que c'est à des particuliers? Est-ce que potentiellement c'est les deux? Et justement, le but, ça va être de s'intéresser au centre d'intérêt de ces types de cibles pour en fait proposer à la fin un site internet qui répond. Alors, Cyril, qu'est-ce qu'un existant? Alors oui, pardon. Qu'est-ce qu'un existant? C'est concrètement si vous avez déjà un site internet qui n'a pas été mis à jour, par exemple, depuis, je ne sais pas, 2, 3 ans, et que là, vous vous dites, bon, va peut-être falloir qu'on fasse une petite refonte parce qu'il est un peu vieillot, il ne répond plus du tout, il n'a pas été mis à jour, toutes ces choses de choses. De toute façon, j'ai une petite slide là-dessus, justement, sur comment on peut parler de l'existant. Donc, un existant, c'est quelque chose qui existe déjà, d'accord? C'est si vous avez déjà un site internet et si on est plus dans une phase de refonte que de création pure et dure, d'accord?
Pour revenir sur les cibles, plus vous allez avoir une vision claire de vos cibles, plus vous allez pouvoir proposer un site internet qui répond aux attentes de vos cibles. D'accord? Donc, on va pouvoir s'en inspirer ces différentes choses-là. Si vous faites de l'entreprise à entreprise, pareil, est-ce que vous proposez des services à des toutes petites entreprises, des TPE, des PME? Est-ce que vous proposez plutôt à des grandes entreprises? Évidemment, la vision qu'on va devoir donner à travers le site internet ne va pas être forcément la même. À côté de ça, le but, c'est aussi de présenter quels sont les objectifs quantitatifs. Donc, c'est lié aussi aux objectifs, on va dire, généraux de votre site. Mais quels sont les objectifs quantitatifs? Donc, concrètement, quel est le volume de trafic que vous attendez? Quel est le volume de vente que vous attendez? Quel est le volume mensuel de prospects collectés via un formulaire? Alors, évidemment, c'est parfois compliqué. C'est très compliqué, comment dire, de potentiellement se projeter. Mais le but aussi d'avoir ces informations-là, c'est que potentiellement, en fonction du volume du trafic ou du volume de vente que vous allez imaginer, eh ben, il va falloir adopter ce qu'on appelle l'infrastructure technique. C'est si vous avez vous vous attendez à avoir un gros volume de trafic, eh ben, il faut mettre en place un hébergement et une base de données qui est suffisamment adapté. Pour rappel, un hébergement, c'est un disque dur. C'est le disque dur sur lequel vous allez mettre tous les fichiers de votre site internet. Parce que vous allez créer votre site internet, vous avez votre nom de domaine qui va être lié directement à votre hébergement, donc ce fameux disque dur, où vous allez avoir tous les fichiers. Et évidemment, plus votre besoin, on va dire, en trafic, vous prenez l'exemple d'un ordinateur, plus vous allez avoir besoin de mettre des logiciels, d'avoir énormément de choses faites sur cet ordinateur, plus vous allez avoir besoin d'un gros disque dur et d'un ordinateur puissant. Et bien, c'est exactement la même chose pour un site internet. Plus vous allez avoir un trafic où vous attendez à un volume de vente important, plus il va falloir un hébergement ou une taille de base de données important. Par la suite, on va aussi présenter ce qu'on appelle le périmètre du projet. Donc, j'en ai rapidement parlé juste avant. C'est potentiellement, via les cibles aussi, est-ce que vous allez avoir besoin d'un site multilingue? En quelle langue? Est-ce que c'est français-anglais? Bon, français-anglais, on sait qu'il va falloir mettre en place certaines choses pour mettre de la traduction automatique. Mais c'est surtout si, par exemple, vous allez vous adresser à des pays un peu plus, comment dire, avec des langages qui vont chambouler un petit peu le design de votre site internet. Si par exemple vous allez mettre de l'arabe sur votre site internet, et ben, l'arabe, ça ne se lit pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. Donc forcément, le site internet va devoir s'adapter à cette lecture-là. Donc il faut repenser aussi un petit peu ça et l'anticiper avant tout. Si vous êtes sur du chinois voilà, il faut vraiment être capable d'avoir cette vision globale pour pouvoir anticiper tout ça. Et au moment de la mise en place de l'ergonomie et du design, je reviens jusqu'après, qu'on puisse se dire, OK, on sait qu'on va avoir un site potentiellement qui va être en 2 langues avec des lectures différentes. Et il faut que l'ergonomie du site s'adapte à cette lecture-là. D'accord ? Évidemment, si vous avez un site avec des vrais besoins en accessibilité, donc tout ce qui est pour les malvoyants, les daltoniens, et pareil, il y a des adaptations nécessaires à anticiper pour rendre ce site totalement accessible. Et enfin, donc je reviens un petit peu sur la question de Cyrine. Si il y a déjà quelque chose d'existant, si vous avez déjà un site internet, ça nous arrive assez souvent que des clients viennent nous voir pour de la refonte en disant voilà, on a un site internet mais qui n'a pas été mis à jour, qui ne répond plus du tout aux valeurs de l'entreprise ou à l'image que l'on voulait faire. Donc il y a toutes ces choses-là. Donc est-ce que vous avez une version du site en ligne qui est déjà existante, une précédente version de ce site? Alors, la grosse question aussi, parce que ça, c'est la grosse problématique qu'on rencontre aussi, c'est est-ce que vous avez accès aux identifiants et aux mots de passe de connexion de ce site Internet? Parce qu'on a beaucoup de clients qui, malheureusement, ont cette problématique-là et ne peuvent plus toucher, entre guillemets, à leur site Internet. Dans tous les cas, pour être tout à fait clair, si vous voulez changer un existant, il vous faudra toujours ces identifiants de connexion, tant alors à votre site internet, c'est top, mais au moins à votre nom de domaine et à votre hébergement pour qu'on puisse faire quelque chose derrière. Tant que vous n'aurez pas ça, le prestataire, quel qu'il soit, ne pourra pas toucher à votre ancien site internet. Il vous faut à chaque fois les identifiants et mots de passe. Donc, il faut les réclamer à votre prestataire. Si c'est par exemple votre prestataire qui vous l'a pris pour vous,
Nous, chez Monsieur Lucien, on a le parti pris de faire tout prendre par nos clients. On les accompagne là-dessus, mais le but, c'est qu'à la fin, ils soient complètement autonomes pour éviter de rencontrer cette fameuse problématique que la plupart de nos clients rencontrent, c'est de se dire « Bonjour, j'ai besoin de faire mon site Internet, mais je n'y ai plus accès ». On est transparent. Tant qu'on n'a pas ces accès-là, nom de domaine, hébergement à minima, un prestataire ne pourra rien faire. Donc, allez les réclamer. Vous êtes en droit de les réclamer, d'accord. Parfois, c'est un peu galère, mais il y a toujours moyen de le faire. Okay, donc, il vous faudra forcément ça. Après, est-ce que vous avez des ressources disponibles? Est-ce que vous avez, par exemple, déjà des documents qui présentent l'entreprise, des flyers, des plaquettes, pour, pareil, pouvoir vraiment incorporer l'image de marque et puis être à fond dans ce que veut présenter l'entreprise? Est-ce que vous avez aussi, en termes de ressources disponibles, tous les éléments graphiques, les logos, si vous avez déjà le contenu, si vous avez des ressources humaines, s'il y a des personnes dédiées à ce projet-là au sein de votre entreprise avec qui on va devoir échanger ou avec qui on va pouvoir échanger pour aller chercher les informations. Voilà, c'est toutes ces choses-là où on a besoin d'avoir dans cette première partie du cahier des charges. Okay, donc, pour rappel, dans cette première partie du cahier des charges, on va avoir la présentation d'ensemble du projet avec donc la présentation de l'entreprise, les objectifs du site, les différentes cibles auxquelles le site est adressé, les objectifs quantitatifs à court terme, à moyen terme, le périmètre du projet et bien sûr la description de l'existant, le cas échéant. Si vous êtes sur de la création pure et dure, vous n'allez pas dire, si vous allez dire, il n'y a rien concrètement, on est sur de la création pure. D'accord ? Pour information, vous aurez de toute façon, on pourra vous envoyer la présentation, le keynote, là, et vous pourrez revoir ce webinaire directement en replay sur notre YouTube. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps de tout écrire, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à tout ça. Okay. Donc, une fois qu'on a présenté, on a notre document, on a présenté un petit peu l'ensemble du projet, et ben, on va rentrer un petit peu plus, cette fois-ci, dans le brut du site Internet, avec un élément indispensable aussi à la création d'un site Internet, c'est la description graphique et ergonomique. Alors, il va y avoir différents niveaux de cette description graphique et ergonomique. C'est déjà, est-ce que vous avez une charte graphique? Est-ce que vous avez une charte graphique existante? Est-ce qu'elle est encore d'actualité? Est-ce que vous êtes en train de la refaire? Etc. Dans tous les cas, lorsqu'on réalise un site Internet, il faut que le site Internet soit au plus proche de la charte graphique qui est existante pour qu'il y ait une homogénéisation, qu'il y ait une cohérence entre les différents supports de communication, qu'ils soient digitaux ou print. Donc, est-ce que vous avez une charte graphique? Est-ce que vous avez déjà des éléments graphiques existants? Est-ce que vous avez des codes couleurs? Est-ce que vous avez des déclinaisons de photos, d'images? Est-ce que vous avez des visuels qui sont déjà existants, potentiellement que vous avez achetés, que vous avez réalisés, hein? Nous, on encourage toujours nos clients à réaliser eux-mêmes leurs visuels ou alors à acheter ou à faire réaliser des visuels mais qui leur sont propres ou à faire des photos qui leur sont propres aussi et d'aller le moins possible chercher des images de banque de droit qu'on pourra trouver sur d'autres sites. Parce que plus le contenu est propre, mieux c'est. Est-ce que vous avez déjà défini des polices d'écriture? Est-ce que vous avez les sources des visuels, c'est-à-dire est-ce que vous avez bien ces logos en vectorisé? Toutes ces informations-là sont importantes pour que ensuite, lorsque le prestataire va faire votre site, d'accord, qu'il ait aussi tous les éléments en disant ok, je peux imaginer déjà le design, le graphisme, on sait qu'on va être sur ces couleurs-là, etc. Et ça va être aussi intéressant parce que ce prestataire-là va aussi pouvoir vous challenger un petit peu. Normalement, c'est la mission de ce prestataire, c'est d'être force de proposition, de valeur et de vous dire, bah, écoutez, là concrètement, la police d'écriture qu'aujourd'hui vous utilisez n'est pas forcément adaptée à la lecture web. D'accord, il y a un manque de lisibilité ou ce genre de choses. Donc, ça permet aussi un échange directement et de voir ce qui peut se faire. Il faut savoir aussi que lorsque vous allez développer votre site Internet, certaines polices d'écriture ne sont pas forcément lues par les navigateurs. Donc, ils seront remplacés par une police qui est toute autre. C'est pour ça de faire attention à ce genre de choses. Nous, généralement, pour être sûr, on vous encourage évidemment à aller voir des polices qui sont le plus adaptées. Donc, Google Font, la plupart du temps, est adapté. Évidemment, vous pouvez, ou Adobe Font, vous pouvez intégrer ces polices-là. Mais faites attention à vraiment amener cette lisibilité. Ce qui est intéressant aussi, et c'est ce que nous, on demande à chaque fois à nos clients lorsqu'on crée des sites Internet, c'est n'hésitez pas à aller piocher sur
des exemples de sites internet que vous trouvez cool, que vous trouvez sympa, ou sur certaines parties, pas forcément tout le site internet, mais vous dites, tiens, moi j'aime bien leur présentation d'équipe, tiens, j'aime bien la façon dont ils ont présenté leurs prestations. Ça permet aussi d'être au plus proche de ce que vous avez imaginé pour votre site internet, parce qu'on a beau faire des sites internet, nous, en tant qu'agence web, on n'est pas dans nos têtes. Donc, plus vous allez être précis là-dessus, mieux ce sera. Donc, n'hésitez pas à donner des exemples de sites qui potentiellement n'ont rien à voir avec votre secteur d'activité, hein. On peut toujours adapter. Toujours. Il y a des choses qu'on aura du mal potentiellement à adapter, mais on peut toujours trouver une bonne idée et dire tiens, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, n'hésitez pas à donner des exemples de sites pour vraiment qu'on se dise ok, on voit à peu près l'environnement graphique dans lequel vous voulez aller. Par rapport justement aussi à cet environnement graphique, ben voilà, est-ce que potentiellement en termes de design, vous avez déjà imaginé quelque chose? Est-ce que vous dites, ben moi je préfère le flat design? Donc le flat design, c'est un petit peu ce que vous avez, hein, c'est le type d'image que vous avez à gauche, donc un petit peu dessiné hein, là-dessus. Est-ce qu'on est plus sur des visuels photos, vidéo avant tout, plutôt que flat design? Est-ce que vous avez l'envie d'avoir des effets, ce qu'on appelle parallaxe? L'effet parallaxe, c'est sur un site internet lorsque vous avez une photo en fond et que vous avez l'impression que c'est en fond du site internet et que le site défile comme ça. Je ne sais pas si je suis très très clair, mais voilà, ces différents effets-là, plus vous allez avoir des exemples de sites internet que vous allez pousser, plus en disant ben voilà, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça, plus nous après on va pouvoir le retranscrire et se dire ok, ben, on sait que sur cette page-là, on va faire ça comme ça, on sait que sur le site et tout. Avoir un site avec une grande présence de photos, davantage que de tests, est-ce que c'est judicieux de faire cela? Alors, dans tous les cas, évidemment, il faut des visuels, des photos pour mettre en avant votre site internet. Après, il ne faut pas qu'il y ait, il faut pas que une très jolie forme cache un manque de fond. Le texte est très très important pour des soucis de référencement naturel, tout simplement. Le référencement naturel va d'abord se faire sur les textes et ensuite sur les photos, si en plus vous avez bien mis en place ce qu'il faut sur les photos. Donc évidemment, il faut avoir des sites avec des photos, des images pour mettre en valeur un petit peu tout ça et puis que ce soit plus agréable que juste plein de textes parce que on lit de moins en moins, donc il faut que votre site soit lisible, dynamique et intéressant. Mais dans tous les cas, il va falloir bosser vachement le contenu là-dessus. D'accord ? Potentiellement, vous avez aussi déjà imaginé des maquettes. Vous avez fait des maquettes. Alors, évidemment, ce n'est pas obligatoire, hein. Tous les prestataires ne vont pas vous demander des maquettes de leur site internet. Si déjà, vous leur envoyez des exemples avec un petit peu ce que vous aimez, après, le prestataire va vous faire une proposition. Nous, ce qu'on fait, c'est généralement, on fait une proposition de la page d'accueil pour savoir si le design plaît. Une fois que la page d'accueil est validée dans son design, on peut décliner ce design-là sur les autres pages. D'accord ? Mais le but, c'est de faire cette proposition-là. Mais si vous avez l'envie de faire des maquettes, vous pouvez tout à fait le faire. Après, attention, si tout le monde n'est pas forcément web designer, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence technique par rapport au site internet. Il faut toujours penser au côté responsive, c'est-à-dire que ça puisse s'adapter, que ce soit suffisamment lisible, que ça réponde aussi au design actuel pour que ce soit au plus proche de vos cibles. Le but, c'est que votre site internet amène directement l'information auprès de vos cibles et donc que le design, ça emmène dans un univers et ce genre de choses. Donc, vous pouvez le faire. Ce n'est pas obligatoire. Après, pareil, si vous voulez quelque chose de vraiment très précis, donnez-le à votre prestataire et vous voyez après les libertés que vous laissez à votre prestataire pour être force de proposition. Aussi, vous dites non, moi je veux ça, on fera ça, mais peut-être que ce ne sera pas adapté. D'accord ? Donc voilà, juste petite parenthèse sur celles et ceux qui veulent se lancer dans le maquettage de site internet. Voilà, rapidement, lorsqu'on conçoit une maquette de site internet, il faut toujours imaginer le site en 3 grandes parties, on va dire. Vous avez d'abord donc le header qui est la partie haute du site internet qui se retrouve sur toutes les pages, d'accord. Et vous avez la partie basse qu'on appelle le footer. Donc ça, c'est les 2 parties qui ne vont pas bouger normalement sur votre site internet. Et après, vous avez tout le cœur du site. Donc, tous les contenus que vous allez pouvoir mettre en avant en fonction des pages. Lorsque vous allez vouloir créer un site internet, il faut toujours imaginer l'organisation d'une page internet
en fond, section, colonne, ligne, module. Donc là, je ne vais pas passer trop de temps parce que normalement, si vous faites appel à un prestataire, ça va être à lui de faire la maquette. Mais vous pouvez proposer ça. De manière générale, en fonction d'une maquette que vous allez proposer, tout est faisable sur le web. Hein, mais il faut juste, en fonction de ce dont vous avez besoin, il y aura peut-être nécessité de coder. Et plus vous allez avoir des choses qui vont avoir des nécessités de coder, plus ça va coûter cher. Pour être clair, c'est pour ça que nous, on utilise beaucoup de CMS type WordPress ou Wix qui permettent de faire en fait des sites Internet simplement parce qu'après, il faut que vous, si jamais vous avez des informations à changer plus tard, que vous puissiez le faire simplement. Parce que ça aussi, c'est le côté un peu compliqué. C'est lorsqu'on demande quelque chose de très, très précis à un prestataire, s'il y a beaucoup de lignes de code, et forcément, après, pour pouvoir faire des modifications en tant que telles, ça peut être très, très compliqué parce qu'il faut pouvoir mettre les mains dedans. Et autant vous dire que lorsqu'on ne sait pas coder, qu'on met les mains dans le code, il y a une chance sur une de faire sauter le site. Et alors là, ça peut être compliqué. Donc, voilà un petit peu comment il faut concevoir une maquette. D'accord ? Vous avez plein de logiciels qui existent. En fait, une maquette dans le web, on appelle ça un wireframe, un fil de fer. C'est concrètement, voilà comment j'imagine les éléments. Tiens, j'imagine une photo avec un texte ici, enfin un titre ici, un corps de texte là. Hop, là, j'imagine une grande photo ici. Hop, là, ici, j'aurai 3-4 photos avec les présentations d'équipe. C'est un petit peu ce genre de choses. C'est ça un wireframe, d'accord ? C'est la première ébauche de l'organisation visuelle des contenus au sein des pages. Vous avez plein d'outils qui vous permettent de le faire. Je vous ai mis des liens là. Canva, pour ceux qui connaissent, vous permettent de faire ça. D'ailleurs, Canva, nous, on propose à pas mal de monde parce que c'est quand même un outil assez sympa pour ceux qui ne sont pas ni infographistes ni graphistes et qui permet de faire pas mal de choses à côté de ça. D'accord ? Donc voilà, vous pouvez concevoir vous-même une maquette. Faites attention quand même à laisser aussi, entre guillemets, votre prestataire être force de proposition parfois, à écouter et voir. Est-ce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, nous devons passer par l'étape du wireframe ou non ? Alors, vous pouvez le faire pour vous. C'est toujours intéressant de, par exemple, se faire une première ébauche. Je vous ai dit, en fait, le maquettage, il va pouvoir se faire aussi directement dans la tête de votre prestataire si vous lui proposez des sites Internet. Nous, on a l'habitude de faire des sites Internet, on sait un petit peu comment ça se passe, on sait comment présenter, en plus, en mettant la cohérence graphique, etc. Vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas obligatoire de passer par un wireframe. Ça peut être intéressant pour vous. Nous, on donne des cours, on fait des formations auprès d'écoles et notamment dans du web design. Moi, je demande de temps en temps, par rapport à on va dire, un projet de site internet que je leur ai donné, de prendre un papier-crayon, ça fait du bien aussi de papier-crayon, et de me faire un petit peu un maquettage crayon graphique en disant tiens, ça peut être sympa comme ça, comme ça, comme ça. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous faites appel à un prestataire, le but, c'est que ce prestataire soit force de proposition et vous fasse une proposition de maquettage de votre site internet pour voir ce que ça donne. Pour rappel, voilà, nous, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Lorsqu'on a une demande de site internet, on demande évidemment tous les éléments que je vous ai présentés auparavant, plus ce qu'on va demander juste, ce que je vais vous présenter juste après, et des exemples de sites internet pour dire, OK, je vois à peu près quel type d'environnement graphique et quel type de présentation, quel type de site le client souhaite. D'accord ? Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Pour le fun. C'est vraiment si vous voulez avoir, si vous avez votre idée précise, que vous ne voulez pas en sortir et vous dites, moi, je veux ça. Eh bien, d'accord. Ça peut être très, très bien, comme parfois, ça peut ne pas être adapté. Donc, voilà, c'est une étape assez courte dans le cahier des charges, mais qui a une vraie importance derrière pour la suite. Donc, dans cette description graphique et ergonomique, on va retrouver tout ce qui est charte graphique, design et maquette. D'accord ? Si vous en avez. Si vous n'en avez pas, juste charte graphique et puis quelques exemples de sites internet pour pouvoir avoir cette idée de design. Une fois qu'on a mis en place un petit peu ça, ça y est, on a à peu près la vision ergonomique, graphique du site internet. Maintenant, on va rentrer encore plus dans le brut du sujet, on va rentrer dans tout ce qui est description fonctionnelle et technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va retrouver dans le site et comment on va le retrouver sur le site. D'accord ? Ça va être vraiment sur le fond. Okay ? On a parlé de la forme juste avant, on va parler sur le fond.
Donc, la première des choses à faire et notamment à montrer sur votre cahier des charges, c'est déterminer l'arborescence de votre site. L'arborescence, c'est la vision globale du site Internet et des parcours de navigation. C'est la structure du site Internet. C'est un petit schéma qui va répondre à ces questions-là. Quelles sont les grandes sections de votre site? Quelles sont les pages principales? Comment sont organisées ces différentes rubriques? Quelle page va mener à quelle page? Etc. etc. Pour pouvoir déterminer l'arborescence de votre site, il y a 5 étapes à prendre en compte. La première, c'est de lister tous les contenus du site Internet. D'accord? Donc, tout ce que vous souhaitez mettre en avant sur votre site Internet. Quelles sont, une fois de plus, répondre à ces 3 grandes questions. Quelles sont les grandes pages, les grandes sections de votre site et comment les organiser? Vous pouvez tout à fait, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller voir les sites Internet des concurrents, mais aussi d'autres structures, analyser cette arborescence-là et puis se dire, tiens, moi, je trouve que cette arborescence est intéressante. D'accord? Ensuite, on organise et on hiérarchise les contenus. Il faut toujours penser au référencement naturel, parce que l'arborescence a un vrai impact sur le SEO. Je vais revenir juste après. Potentiellement faire une petite maquette, comme je vais vous montrer. Et dans tous les cas, il faut savoir qu'une arborescence du site, elle n'est pas figée comme votre site Internet de manière globale. Il faut toujours imaginer qu'après un cahier des charges, soit on a besoin vraiment d'un élément fini, d'un site Internet qui est terminé et que ça doit répondre à tout ça, soit on peut faire par lot aussi, par exemple. Et comment dire, on peut faire par lot, mais c'est aussi imaginer que une arborescence, en fonction de la navigation des personnes, en fonction de l'analytics qu'on a pu avoir, c'est-à-dire des retours de navigation, on va l'adapter. Parce qu'on peut avoir une vision en disant, voilà, je m'adresse à cette cible-là, donc potentiellement, je me suis inspiré de ce site Internet-là. Donc forcément, les personnes qui vont naviguer sur mon site vont trouver ça cool. Et peut-être que vous allez avoir des retours en disant, voilà, ça fait déjà 4, 5, 6, 7 retours que j'ai en disant que je ne retrouve pas cette page-là, je n'arrive pas à accéder. Et hop, vous pouvez réadapter l'arborescence. Donc, il faut savoir que ça se teste, ça se recommence, ça s'analyse. L'arborescence, ça a cette tronche-là un petit peu. D'accord? Vous avez d'abord la page d'accueil en haut et puis ensuite, c'est les grandes sections. Ça, c'est par exemple l'arborescence du site, l'arborescence très rapide du site internet de Monsieur Lucien. C'est donc les premières rubriques que fait-on, avec en dessous des sous-catégories, accompagnement web, création de site internet, etc. etc. Voilà. C'est vraiment voir ces sous-catégories. Quand je vous parlais de référencement, il faut évidemment mettre à un niveau supérieur les pages qui ont besoin d'être le plus vues. Donc, par exemple, tout ce qui est présentation de vos prestations, évidemment, il faut que ce soit au niveau 1, donc c'est au niveau orange moyen, là, que fait-on chez Monsieur Lucien, nos clients. Il faut que ce soit les premières pages qui apparaissent ensuite sur Google. Et ensuite, on va mettre des sous-catégories, mais on va arrêter, il faut essayer d'être à un maximum à ce niveau-là d'arborescence, c'est-à-dire pas plus loin qu'une sous-catégorie, parce que sinon, forcément, ça va être des sous-strates, de sous-strates, de sous-strates, de sous-strates, et Google, il n'aime pas beaucoup ça, parce qu'il va falloir qu'il aille chercher. Lorsque vous allez faire votre arborescence, imaginez qu'il faut qu'en 3 clics, la personne ait trouvé l'information qu'elle recherche. D'accord? En 3 clics. C'est indispensable. D'accord? Une fois que vous avez bien défini votre arborescence, pareil, est-ce que par rapport aussi aux objectifs de votre site, vous allez avoir des besoins en fonctionnalité particulière? Si par exemple, vous voulez faire une boutique en ligne, pas de problème, on va mettre en place un module de e-commerce, on sait que ça doit se faire, mais après, un module de e-commerce, ça envisage beaucoup de variables diverses et variées. Donc, lorsque vous faites un e-commerce, par exemple, c'est bien de préciser, de préciser très précisément le parcours d'achat de manière la plus détaillée possible avec toutes les modalités, c'est-à-dire les modes de livraison, les différentes variables de produits, les modes de paiement que vous avez envisagés. Pourquoi? Parce que toutes ces valeurs-là qui potentiellement vont dire oui, mais c'est normal, c'est du e-commerce. Non, ça demande aussi de se dire si vous avez un mode de paiement, si vous souhaitez que les personnes payent par carte bancaire, on sait qu'il va falloir mettre un module de paiement en ligne qu'on appelle par exemple Stripe ou tout autre. Vous avez un mode de livraison, il faut potentiellement qu'il y ait une connexion qui soit faite entre le moment où l'achat est réalisé et que la livraison soit faite pour avoir un suivi de colis. Est-ce que dans votre comptabilité, vous utilisez des logiciels particuliers de comptabilité, par exemple Salesforce? Vous savez qu'il va falloir avoir une connexion par rapport à ça. Donc, c'est très important d'avoir cette vision globale de tout ce qui se passe du moment où la personne arrive sur votre site jusqu'au moment
où il commande, jusqu'au moment où il paye, jusqu'au moment où il se fait livrer. D'accord? Donc, bien préciser le parcours d'achat de votre e-commerce. Ça peut être très, très simple, hein, mais il faut quand même que ce soit très précis parce qu'après, il faut qu'on puisse se dire, OK, il y a ça, 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 ça. Et surtout qu'on ne perde pas de temps parce que si jamais vous oubliez un petit truc, eh ben, ça peut changer beaucoup de choses derrière. D'accord? Est-ce que vous avez besoin d'un espace dédié protégé par un mot de passe? Pas pareil, ça demande certaines mises en place de structures fonctionnelles, potentiellement de code, d'installation d'extensions, de plugins. Voilà. Pareil pour des blogs, des moteurs de recherche. Est-ce que vous avez besoin de développement sur mesure potentiellement? D'accord? Si vous avez aussi besoin, je ne sais pas, vous faites, nous on a un client qui fait de la numérisation de bâtiments en 3D pour pouvoir faire des visites en ligne. Et ben, il nous a demandé concrètement, est-ce qu'il y a moyen d'intégrer cette visite-là sur notre site? Et ben, on a regardé avec eux, c'était un morceau de code à intégrer, on a regardé, et oui, ça fonctionne. Ça peut être très très simple, hein, les intégrations, mais c'est important de le montrer avant, parce qu'il y a des choses faisables ou non. Si on prévoit de faire de la vente en ligne ou de la réservation dans le futur, doit-on le renseigner dans le cahier des charges? Alors oui, c'est toujours bien, si vous avez cette vision à moyen terme, de mettre tout ce que vous avez imaginé. Comme je vous l'ai expliqué, on peut faire par lot. D'accord? Donc, vous pouvez très, très bien faire d'abord votre site vitrine et vous dire après, moi, je vais faire un e-commerce avec potentiellement aussi de la réservation en ligne. Évidemment, c'est important de le mettre parce que le prestataire va ensuite mettre en place un environnement qui vous permettra facilement de faire évoluer votre site Internet. Si vous le dites comme ça, bah, pour le coup, on ne sait pas. Peut-être que ça va être un environnement qui va être mis comme ça. Et puis, lorsque vous allez dire, ah oui, alors en fait, il faudrait qu'on puisse réserver en ligne. Ah oui, alors attendez, oui, d'accord. Peut-être que ça pourrait être de problème, mais peut-être qu'en fonction de l'environnement qui va être mis, bah, ça va être chaud. D'accord? Donc, n'hésitez pas à mettre en effet cette vision que vous avez. Quel plugin WP préférez-vous pour faire un espace dédié protégé par mot de passe? Alors, il y en a plein. Il y en a plein. En fait, ça dépend aussi du thème que vous utilisez. Pour ceux qui ont suivi comment dire, le webinaire, je vais y arriver, sur WordPress, en effet, il vous faut utiliser un thème pour être plus facile. Il y en a plein, il y a MemberPress, il y en a plein. Je n'ai pas de plugin préféré, je vous avouerai, là-dessus. Nous, on a utilisé MemberPress parce que c'était intéressant. WooCommerce aussi permet de faire des espaces dédiés protégés par un mot de passe. Tout dépend aussi vraiment des fonctionnalités dont vous avez besoin et en quoi cet espace, enfin, quoi va servir cet espace. Voilà. Réponse un peu de normandais, mais comme ça. Ensuite, par rapport à cette description fonctionnelle, les plugins, alors la plupart du temps, les plugins pour un espace dédié protégé, ouais, sont payants. La plupart du temps, ouais. Après, ça dépend. WooCommerce, c'est payant. Alors, le module WooCommerce n'est pas payant, mais tout ce qui va à côté, toutes les extensions, elles sont toutes payantes. D'accord? Pareil, hein, ça fait partie un petit peu du budget à allouer, mais tout dépend aussi de ce dont vous avez besoin. Pareil, hein, nous, lorsqu'on a ces demandes-là, on essaye de réfléchir à la meilleure manière de mettre en place quelque chose comme ça pour que ça coûte le moins possible et que ça fasse quand même le taf sans que ce soit une énorme usine à gaz. Évidemment, dans cette description fonctionnelle et technique, ce qui est important, c'est aussi d'écrire les informations relatives au contenu. Est-ce que le contenu, évidemment, vous allez partager du texte, des images, bien sûr. Est-ce que vous allez faire des photos, mais potentiellement aussi, est-ce que vous voulez partager des vidéos? Si vous partagez des vidéos, on vous conseille de le faire, de les faire héberger sur un YouTube, un Vimeo avant pour pouvoir les intégrer, pour pas que ça ralentisse le site. Est-ce que vous voulez faire des articles de blog? Ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place une fonctionnalité blog. Est-ce que vous voulez mettre en place des ressources télécharges à toutes ces choses-là? D'accord? Donc, pareil, les types de contenus que vous avez prévus. Et enfin, c'est un petit peu ce que je vous expliquais en amont, c'est toutes les contraintes techniques. Si vous avez déjà, par exemple, fait le choix d'un CMS, donc les CMS, c'est les logiciels qui vous permettent de créer ces sites Internet un peu plus facilement, Wix et WordPress, par exemple. Si vous avez de l'intégration à des systèmes tiers comme de la comptabilité, de la facturation, voilà, donc ce n'est pas de la facturation, c'est de la facturation, c'est pas mal. Je ne sais pas ce que c'est que la facturation, mais bref, si vous avez besoin de faire de la facturation ou du devisage, si vous avez des besoins en emailing, en inscription de newsletter, je ne dis pas que c'est des choses qui sont complexes, mais c'est important de le dire pour qu'après, le prestataire puisse mettre ce qu'il faut sur le site, tout simplement. D'accord ?
si vous avez un CRM aussi là-dessus. Et pareil, n'hésitez pas à mettre, comme l'a très bien souligné Renaud, à mettre les intégrations que vous avez prévu de faire potentiellement plus tard. Okay. Donc voilà la troisième étape, la description fonctionnelle et technique de votre site internet avec donc l'arborescence, cette description fonctionnelle et technique, les informations relatives au contenu et les différentes contraintes techniques que vous pouvez avoir besoin. Quand il s'agit d'une refonte, comment doit-on procéder quand on souhaite changer de CMS? Alors, je Solène, ça dépend vraiment du CMS qui a déjà été utilisé. Dans tous les cas, en fait, à partir du moment où on a accès au nom de domaine et à l'hébergement, on peut très facilement changer de CMS. D'accord. Après, il faut faire attention si par exemple vous avez fait un site sous Wix. C'est plus compliqué derrière de transférer un site sous Wix ou WordPress, par exemple, parce que forcément, Wix n'aime pas trop ça. Mais ça dépend vraiment du cas échéant de comment vous avez mis en place votre site Internet. S'il faut, n'hésitez pas à nous poser la question un peu plus tard pour en discuter et puis nous en dire un peu plus précisément là-dessus. Mais ça dépend vraiment du CMS qui a déjà été utilisé. Pour certains, ça peut être très simple. Hein. Ça peut être vraiment très simple. Si vous avez mis un Joomla et que vous voulez mettre un WordPress par la suite, alors, il faudrait que je regarde. Là, je ne vais pas avoir le temps, mais on pourra en reparler. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis on pourra en reparler juste après. D'accord. Ok, je garde les questions. Je finis. D'accord. Et puis, je répondrai. Cyrine, j'ai bien vu votre question entre Wix et WordPress. Et Morgane, je vais y répondre juste un petit peu. Je finis la quatrième étape et je réponds à toutes vos questions juste après. Ça marche? Donc, dans la quatrième et dernière étape, j'ai presque fini en plus. La quatrième étape, c'est concrètement ce que vous attendez en termes de prestations et de planage. Donc, c'est quelles prestations vous attendez du prestataire que vous allez chercher? Est-ce que c'est le développement du site dans sa totalité? Est-ce que c'est juste le design du site internet, donc faire son maquettage? Est-ce que c'est l'intégration du contenu? C'est-à-dire que vous faites le développement, le design et l'intégration, c'est-à-dire je vais mettre en place les contenus définitifs, ou est-ce que potentiellement vous dites non, vous mettez en place l'environnement, vous faites le design, vous mettez du texte factif et des photos factices, et moi je fais en sorte de changer ça après derrière. Tout est possible. Qui s'occupe aussi de la maintenance et de la mise à jour? Ça, c'est très important de bien définir ça. C'est dans la plupart du temps, nous on conseille vraiment à nos clients que vous ayez accès toujours à vos sites internet, d'accord, non pas pour aller bidouiller, mais si jamais un jour ça se passe mal avec votre prestataire, que vous puissiez changer ça, d'accord. Mais en fonction des sites que vous allez mettre en place et des CMS, si c'est du Wix ou du WordPress, la maintenance et les mises à jour, si vous êtes sur un WordPress, il va avoir un besoin de maintenance et une mise à jour importante, d'autant plus si vous avez mis en place des développements particuliers. Voilà, c'est important de bien définir ça, qui va s'occuper du site en fait et de la santé du site au fur et à mesure de sa vie. Si après vous avez besoin d'une formation à la gestion du site et si potentiellement vous avez besoin globalement d'un accompagnement web marketing, c'est-à-dire de la mise en place aussi de la communication autour du lancement de ce site internet ou toute autre prestation possible. Évidemment, comme tout projet, il faut un planning et des deadlines, d'accord. Donc, ça va être voilà, quelles sont les modalités en termes de livraison du site? Quand est-ce que vous avez besoin de votre site? Est-ce que vous avez une date précise de lancement du site? Alors, là, je me mets du point de vue du designer. Si vous avez un site très technique avec pas mal de choses à faire dessus, ne demandez pas à le faire en une semaine, on va dire. Hein. Ça peut être compliqué ou alors ça va vous coûter très cher. Mais voilà, le but, c'est un maximum anticiper. Et je vous dis réfléchir aussi par ce développement par lot. Dire dans un premier temps, OK, on ne va pas peut-être tout faire d'un coup. On va d'abord faire le site vitrine. Et puis, une fois que le site vitrine sera lancé et qu'il y aura cette visibilité, ce référencement qui est fait au fur et à mesure, on va avoir le temps de pouvoir mettre en place les autres modules qu'on a déjà réfléchis après. D'accord. Donc, c'est toutes ces choses-là. Okay.
Parmi aussi les modalités en termes de livraison et la chronologie du développement du site, si vous êtes une grosse boîte ou par exemple vous faites un appel d'offres, ça peut être quelles sont les dates limites de soumission de candidature pour les prestataires, quelles sont les dates prévues pour d'éventuelles soutenances orales, à quelle date sera sélectionné le prestataire, comment vous souhaitez que la livraison soit faite, etc. Et par rapport à cette méthodologie de suivi, c'est comment vous avez imaginé le suivi du projet. Est-ce que c'est des échanges téléphoniques hebdomadaires pour savoir où ça en est? Est-ce que c'est des échanges de mails? Est-ce que vous avez une présentation physique régulière des avancées? Est-ce que potentiellement vous avez prévu d'utiliser des outils pour voir le planning? Est-ce qu'il en est comme un Trello par exemple? C'est ce qu'on met en place avec nos clients. Est-ce que vous voulez avoir un accès à cette pré-prod? Généralement, lorsqu'on crée un site internet, on met en place ce qu'on appelle une pré-production, c'est-à-dire quelque chose qui est en ligne mais pas visible des personnes sur le web, hein, d'accord. Voilà, il y a toutes ces choses-là à imaginer, avoir. Évidemment, normalement, le prestataire est force de proposition pour vous proposer une méthodologie de suivi intéressante, d'accord. Et par rapport aux modalités de sélection du prestataire aussi, c'est les éléments de présentation souhaités. C'est si vous faites un appel d'offres, comment vous souhaitez que les personnes y répondent. Est-ce que vous voulez une présentation d'entreprise? Est-ce que vous avez une grille de critères? À qui le prestataire peut s'adresser s'il a des questions? Si vous souhaitez qu'il y ait déjà une première ébauche du site qui soit faite, potentiellement, ça peut être demandé, hein. Et évidemment, avoir une estimation du budget que vous avez. Alors pareil, c'est toujours un petit peu complexe ça à mettre en place parce que c'est d'où l'importance du développement par l'eau, parce que peut-être que le budget que vous avez par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, il peut y avoir une discordance parfois là-dessus. Mais c'est bien d'avoir quand même une estimation du budget parce que ça permet aussi aux prestataires de pouvoir trouver des solutions au plus simples et au plus proches de votre budget et qui répondent à vos objectifs et à vos besoins en termes de fonctionnalité, d'ergonomie et de ce genre de choses. D'où l'importance de cette fameuse question: est-ce que j'ai besoin de tout de suite? D'accord. Et dans les budgets, il faut bien penser à tout ce qui est frais d'hébergement, mise à jour du site, achat d'art, achat de thème. Voilà, il faut imaginer tout ça. N'hésitez pas à vous faire accompagner là-dessus, notamment par les prestataires. Nous, on fait ça chez Monsieur Lucien. Maintenant, c'est ce que tout le monde doit faire. D'accord. Donc voilà, cette quatrième étape, c'est les prestations attendues et planning avec ces prestations que vous souhaitez faire ou faire faire. Le planning avec notamment la deadline de lancement du site. Cette deadline, elle est évidemment liée à la vitesse de développement de votre prestataire, mais aussi à votre réactivité pour répondre à chaque fois que le prestataire vous envoie quelque chose pour validation, etc. Les deux sont intimement liés. Vous avez la méthode de suivi et les modalités de sélection du prestataire. Et une fois que vous avez bien décrit ces 4 prestations, et ben voilà, votre cahier des charges est prêt avec ces 4 grandes parties. Si vous avez bien fait ça, et ben normalement, je peux vous assurer qu'il y aura quelques questions et encore par rapport à votre prestataire, mais plus c'est précis, plus on sait où on doit aller et plus ça va vite. D'accord? Donc voilà les fameuses 4 étapes d'un cahier des charges. On nous a posé la question pour savoir en termes de budget, pour rebondir un petit peu sur le budget, combien ça coûtait différentes prestations comme ça. Il faut savoir que nous, par exemple, chez Monsieur Lucien, la création d'un site internet, c'est à partir de 950 € pour un site internet vraiment vitrine, en fait, 3 pages assez simple, d'accord. Évidemment, plus vous allez avoir des besoins en fonctionnalité, plus c'est un prix qui va augmenter parce que ça va dépendre vraiment de ce dont vous avez besoin. OK. Alors, je vais répondre à vos questions. Connaissez-vous des entreprises capables d'être assistants maîtrise d'ouvrage pour justement rédiger le cahier des charges? Oui, nous, nous, on propose de faire ça. Non, normalement, si vous faites appel à des entreprises, des créateurs de sites internet, on fait toujours un petit peu d'assistance à maîtrise d'ouvrage là-dessus. Dans tous les cas, on peut vous accompagner là-dessus. Des entreprises proposent aussi de faire ça. Faites attention aux tarifs aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez vraiment faire par vous-même, même si le faire par quelqu'un d'autre, c'est un gain de temps, évidemment. Mais c'est intéressant aussi d'avoir votre vision des choses. Et beaucoup d'entreprises peuvent vous faire ça.
D'accord. Sous quelle forme donner au mieux les livrables, contenu wording, site par page pour les prestataires qui gèrent le maquettage du site? Alors, pour le cahier des charges, nous, généralement, en effet, c'est un Word, enfin un PDF avec toutes ces informations mises là. Pour tout ce qui est wording, le wording, c'est tout le contenu référencement naturel, donc les mots-clés sur certaines pages avec potentiellement tout ce qui est titre, métadescription. Un Excel, hein. Un Excel, c'est pas mal si c'est bien structuré. Excel, ça fonctionne bien. Après, un Word, ça fonctionne aussi. Le but, c'est que ce soit le plus clair possible, mais généralement, pour tout ce qui est wording site, voilà, un bon PDF, ça fonctionne bien. J'avais une question, y a-t-il une préférence entre Wix et WordPress? Il n'y a pas de préférence, ça dépend vraiment des objectifs de votre site. Nous, pourquoi on propose ces deux outils-là? C'est parce qu'en fonction des objectifs que vous avez besoin et aussi du budget que vous avez, ce sera potentiellement plus intéressant d'aller vers un Wix ou un WordPress. Si vous avez un besoin en fonctionnalité particulière, comment dire, si vous avez un besoin en fonctionnalité particulière et avec un développement à venir, potentiellement un WordPress ce sera plus intéressant. Si vous avez des gros enjeux de référencement naturel, un WordPress on va dire, à configuration égale sera toujours plus mis en avant sur Google qu'un Wix. Mais un Wix, c'est très intéressant si, par exemple, vous voulez mettre en place un site vitrine ou un site e-commerce très rapide, d'accord, avec un petit budget. C'est pour ça qu'on propose les deux pour que ce soit le plus adapté possible à vos besoins. Donc non, il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence. Ça dépend vraiment de ce dont vous avez besoin. Une idée de budget AMO? Pareil, ça dépend. C'est dur à dire, mais ça dépend un petit peu de votre projet, de ces différentes fonctionnalités. Moi, je vous encourage à nous envoyer un petit mail pour nous décrire un petit peu tout ça. Et le but, c'est que nous, on essaie de faire vraiment des budgets au plus proche de ce dont vous attendez, ce que vous attendez, etc. Pour éviter de vous proposer un truc en disant voilà, c'est ça. Non, on a besoin vraiment de savoir un petit peu, de cadrer tout ça avec vous pour pouvoir vous proposer un budget au plus proche du temps que ça va prendre et de ce dont vous avez besoin. Sur combien de mots et termes se positionner d'un point de vue SEO et préciser dans le cahier des charges? Alors là, ouais, ça dépend tellement de votre secteur d'activité. Le SEO, nous aujourd'hui, on n'est pas spécialiste SEO, on fait appel à des copains, des prestataires, des partenaires qui s'appellent la boîte à donuts. Et en fait, ça dépend tellement de votre secteur d'activité qu'il faut identifier voilà, le champ lexical. C'est bête à dire, mais si vous vendez, on va dire, des chaussures, aller sur les mots-clés chaussures, c'est infaisable. Donc, il faut en effet trouver, on va dire, les mots-clés les plus intéressants sur lesquels vous allez pouvoir ressortir le plus. Moi, je vous encourage à vous faire accompagner là-dessus si vraiment vous avez des grosses problématiques SEO. Après, voilà, il faut être capable d'imaginer que sur une dizaine de mots-clés, vous puissiez ressortir. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai travail de champ lexical et d'études de champ lexical à réaliser là-dessus. Dans tous les cas, cette analyse SEO, il faut en effet qu'elle soit faite entre guillemets en parallèle de la mise en place du cahier des charges, tout simplement parce que ce choix de référencement naturel va avoir un impact potentiellement sur l'arborescence du site, notamment si c'est une refonte. Si vous avez un site qui existe depuis déjà plusieurs années avec des pages super bien référencées, il faut pouvoir les garder, voire les remettre en avant. Donc, il y a une vraie analyse SEO à réaliser. Moi, je vous encourage à vous accompagner, à vous faire accompagner là-dessus pour tout ce qui est analyse SEO. Merci Maëva. D'accord, au niveau design, est-il simple de modifier avec WordPress comme sur Wix? Ça dépend toujours, Cyrine, du thème. Ça dépend du thème que vous utilisez. Vous avez des thèmes qui sont très faciles de modification de design comme un Divi ou un Elementor où là, vous allez pouvoir vraiment modifier facilement le design du site avec un petit peu, qui va fonctionner un petit peu comme sur Wix en drag and drop. Mais ça dépend vraiment du thème que vous avez mis en place ou de ce qui a été mis en place, par exemple, par votre prestataire lors de la réalisation de votre site Internet. Voilà. Super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je me permets quand même de vous présenter juste 2-3 petites choses. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a mis en place un petit WhatsApp, Monsieur Lucien, qui vous permet de recevoir tous les mardis, donc ça va être aujourd'hui, tous les mardis, un petit condensé d'actualité, donc trois
trois actualités digitales qu'on a sélectionnées comment dire, pour vous et qu'on vous envoie directement sur vos téléphones. Il nous suffit juste de rajouter notre numéro là, 01 79 73 41 44 sur votre répertoire et de nous envoyer le mot pizza via WhatsApp parce qu'on aime bien les pizzas. Évidemment, c'est sans engagement. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez en nous envoyant litchi parce qu'on n'est pas très fan des litchis. De toute façon, tout vous est rappelé là-dessus. Et évidemment, tous les numéros sont totalement anonymes, hein, évidemment, et on ne s'en sert que pour ça. On ne se sert que pour vous envoyer ces actualités digitales et pour rien d'autre, évidemment. D'accord ? Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'avoir cette veille digitale. Et je vous remettrai après la slide hein, pour le numéro. Et je vous parle rapidement aussi d'un projet qu'on a lancé dans le cadre du confinement qui, en plus, vient d'être prolongé un mois. C'est un contexte un peu particulier pour tous les commerçants. Et nous, avec justement nos copains de la boîte à donuts, on a voulu leur filer un petit coup de main. On a créé un projet qui s'appelle On se voit demain, qui est disponible aujourd'hui en ligne, qui est une plateforme où potentiellement vous allez pouvoir justement soutenir ces commerçants qui, pour certains, luttent un peu là, pour leur survie, hein, pour être plutôt clair. Vous allez pouvoir justement acheter, on va dire, des bons d'achat dans ces commerçants-là et pour les utiliser dès que le confinement sera terminé. Donc, ça permet, eux, d'avoir un petit peu de rentrée de trésorerie et vous de pouvoir directement programmer votre sortie de confinement et d'aller déguster un bon brunch ou un bon resto, etc. Et eux, ça permet de les rester. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce projet-là. On se voit demain. C'est le moment d'être solidaire. Hein. Donc, voilà, c'est totalement bénévole. C'est un projet totalement bénévole. On a monté ça parce que ça nous tenait à cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous remets rapidement le lien WhatsApp. Et puis, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, je suis encore à votre dispo hein, là-dessus. Alors, une dernière question. Pour mettre en place une newsletter et avoir les coordonnées de nos clients, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place? Plein de choses, Cyrine. Aujourd'hui, il y a des connexions qui sont très facilement entre les outils de newsletter, donc que ce soit des Mailchimp, des Sendinblue, des Mailjet, tout ça. On peut très très bien mettre des formulaires d'inscription de newsletter ou d'avoir justement ça sur votre site internet. C'est important par contre de bien préciser dans votre cahier des charges quel outil de newsletter vous utilisez et quel outil de mailing. Est-ce que c'est justement un Mailchimp, un Sendinblue, pour savoir quel outil le prestataire va pouvoir utiliser et mettre en place sur le site internet. Mais ça c'est quelque chose qui se fait très facilement. C'est pas un gros truc, hein, je veux dire. C'est quelque chose d'assez facile. Merci beaucoup, Vincent. Il n'y a plus qu'à créer le cahier des charges. Bon courage. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Bénédicte. Merci, Yem Camio. Merci, Christine. Merci à vous tous. Merci, Flavia. Écoutez, je ne sais pas si vous avez encore d'autres petites questions. Oui, c'est vrai que Maud Alejandro, on vous voit beaucoup. C'est trop bien. Merci. Vous êtes une fervente abonnée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, Émilie. Merci, Morgane. Merci beaucoup à vous. Merci, MT. Merci, Solène. Merci, Alexis. Au top. Donc, pour rappel, si jamais vous n'avez pas pu tout prendre en note, ne vous inquiétez pas. Ça va être disponible en replay dans la journée. D'accord. Et puis, pour ceux qui le veulent, on peut vous envoyer la présentation par mail. Voilà. Hop. On va finir tout ça. Tic. Et voilà. C'est OK? Dernière question. Vivement le prochain rendez-vous. Ah oui, les prochains rendez-vous. Je ne l'ai pas dit, les prochains rendez-vous. Qu'est-ce que je fais? Vous avez donc encore 3 webinaires à venir. Parce qu'on ne lâche pas. Donc, jeudi à 10h, ce sera avec mon acolyte Julien. 10 conseils pour développer la visibilité de votre activité sur les réseaux sociaux. Mardi prochain, le 21, toujours à 10h, vous aurez un truc assez intéressant, je pense, pour le coup, qui est comment créer sa campagne de publicité, sa première campagne de publicité sur Facebook et Instagram. Vaste sujet. Et enfin, jeudi, vous aurez rédigé une newsletter efficace. Alors, sur un outil que nous on utilise qui est Sendinblue. Mais voilà, généralement, c'est des choses qui peuvent s'appliquer sur d'autres outils, mais nous, on le fera sur Sendinblue. D'accord ? On va vous envoyer aussi un petit formulaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à mettre vos retours et n'hésitez pas aussi à nous donner des conseils sur ce qu'on peut améliorer. Hein.
on est preneur au contraire. N'hésitez pas à nous dire ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, si c'était OK pour vous, et aussi quel sujet vous aimeriez bien qu'on traite, parce que comme on est encore là pendant un mois, il y a peut-être moyen qu'on continue les webinaires. Donc, c'est même à peu près si. Donc, voilà, n'hésitez pas. Ça marche. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. Et puis, ouais, prenez soin de vous et comme dirait l'autre, restez chez vous. Voilà. À très bientôt. Très bonne journée à vous. Au revoir.